Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à cette édition de 13h que je vous présente en compagnie de Ndeye Rokhaya Mbodj. Second tour de l'élection présidentielle béninoise, le président Nicéphore Soglo, seul contre tous, son adversaire Mathieu Kérékou, vient en effet de recevoir le soutien précieux de deux ténors de l'opposition. Proche-Orient, Arafat poursuit sa croisade contre les activistes du Hamas. Le chef de la branche militaire de ce mouvement vient d'être arrêté. Et puis vous le savez, nous avons un invité de marque dans cette édition de 13h, le ministre d'État auprès du président de la République, Maître Abdoulaye Wade. Nous l'avons invité pour parler de cette importante rencontre qui s'est tenue en début de semaine à Dakar pour la mise en place du mouvement L'Afrique aide l'Afrique. Nous parlons également de cette autre importante conférence sur des intellectuels africains sur la place du continent dans le XXIe siècle et de cette rencontre prévue également à Libreville sur les transitions démocratiques. Mais en attendant, très rapidement, nous allons faire un rapide survol de l'actualité internationale. Bientôt, une banque de données économiques et statistiques sur l'industrie africaine. Le projet est de l'ONUDI, l'Organisation des Nations Unies pour le développement industriel, qui vient d'ouvrir un bureau régional pour l'Afrique. Mathieu Kérékou devrait retrouver son fauteuil présidentiel qu'il avait dû céder en 1991 à Nicéphore Soglo. Le caméléon, comme on l'appelle là-bas, vient en effet de recevoir le soutien précieux de André Oun Benji, arrivé en 3e position au premier tour avec 19% des voix, et celui de Bruno Amossou, le président de l'Assemblée nationale, arrivé en 4e position. Ces deux soutiens précieux ont semé la panique dans le camp des partisans du président Nicéphore Soglo, ces partisans qui crient au complot international contre la jeune démocratie béninoise. Au Mali, après le choléra, la méningite, en effet, les autorités de Bamako doivent faire face depuis quelques jours à une épidémie de méningite localisée dans une interview à l'AFP que l'ancien président Moussa Traoré ne sera pas exécuté. Je suis contre la peine de mort, a dit le président Alpha Oumar Konaré, et durant mon mandat, personne ne sera exécuté au Mali. Il a tout de même affirmé que le problème de la grâce de l'ancien président ne se posait pas parce que Moussa Traoré doit encore être jugé pour des crimes économiques. À Maurice, c'est un cyclone dénommé Flossie qui a sévi à Rodrigue, situé à 700 km de la capitale Port-Louis, le réseau électrique téléphonique de cette localité qui est de l'Afrique. Et si demain ce mouvement est effectivement mis sur pied, on pourrait voir par exemple des médecins, des techniciens du génie africain débarquer à Maurice pour aider ce pays. Tout à fait. Je crois que l'événement s'inscrit directement dans le cadre de nos préoccupations au sein du mouvement L'Afrique aide l'Afrique. Si aujourd'hui nous avions la possibilité d'envoyer à l'île Maurice, comme vous l'avez dit, des médecins, des techniciens, des téléphones, des agriculteurs pour les aider, c'est que sur le plan symbolique, je pense que ce serait une excellente chose, parce qu'il ne faut pas oublier que l'île Maurice fait partie de l'Afrique et donc partie intégrante de ce que nous sommes en train de faire. Monsieur le ministre, on se retrouve tout à l'heure pour parler de cette initiative. Au Proche-Orient, c'est confirmé, les grands de ce monde se retrouvent mercredi prochain en Égypte pour un sommet antiterroriste. L'Iran fera office de principal accusé au cours de cette importante rencontre. Certes, Téhéran, il est établi maintenant que Téhéran ne finance pas directement le mouvement Hamas, mais on le soupçonne quand même. Vous avez regardé? Oh là là, ça c'est une colle. Disons que le dernier film que j'ai regardé, c'est à la télévision. C'est l'histoire de la banque Warburg sur votre chaîne. Merci. Ça nous honore, Monsieur le ministre d'État. Je vous le disais, notre capitale a été adoptée. C'est aujourd'hui d'avoir Comme un maître Wade visiblement fatigué, mais satisfait, a qualifié hier les discussions pour la mise en place du mouvement L'Afrique aide l'Afrique. Et les ministres d'État auraient pu parfaitement ajouter et plus longue que prévu. Fixée à 16h30, la cérémonie de clôture n'a débuté en effet que 5 heures plus tard. Mais l'espoir placé par des millions d'Africains en ce nouvel instrument interafricain de solidarité valait bien que les délégués présents à Dakar jouent les prolongations. En outre, il fallait être le plus précis possible dans la définition des contours du nouvel organisme. Le préambule et les statuts ont été finalement adoptés à l'unanimité. L'Afrique aide l'Afrique sera dirigée par un président assisté d'un vice-président. La gestion quotidienne de la nouvelle institution dont Dakar abritera le siège sera elle assurée par un directeur exécutif qui aura à ses côtés un trésorier. Dès qu'un tiers des États africains auront apposé leur signature au bas des documents élaborés à Dakar, une nouvelle assemblée générale qui réunira tous les États africains intéressés sera convoquée par le Sénégal.
comme l'a dit le chef de l'État, les yeux de tous les Africains sont aujourd'hui tournés vers nous. En adoptant les statuts à l'unanimité, nous avons franchi un très grand pas. Nous pouvons dire que nous avons fait l'essentiel. Mais il importe maintenant de mettre en place les structures qui vont assurer l'opérationnalité de notre mouvement. Je voudrais encore une fois, messieurs les délégués, vous remercier, n'est-ce pas, au nom du président de la République, au nom du gouvernement du Sénégal, au nom des populations sénégalaises, et vous donner rendez-vous à la prochaine Assemblée générale qui devra parfaire les travaux que nous avons effectués aujourd'hui. Monsieur le ministre d'État, au lendemain de cette réunion, nos confrères du CAFAR, qui ont toujours le mot pour rire, nous disaient seul le fric peut aider l'Afrique, or l'Afrique n'a pas de fric. La formule est très belle, mais évidemment, vous n'êtes pas d'accord. Oui, vous savez, il y a un humoriste qui disait aussi que Afrique avec A privatif, ça fait Afrique sans fric. Je ne suis pas tout à fait d'accord parce qu'en réalité, l'argent, c'est important, c'est évident. Et nous en sommes tout à fait conscients. Nous sommes, je crois, bien placés pour savoir que les États africains ne cotisent pas toujours dans pour le fonctionnement des institutions interafricaines qu'elles ont créées. Il y a des arriérés, même à l'OUA, au fond de la CEDEAO, etc. Tout ça, nous le savons. Mais notre mouvement n'est pas fondé uniquement sur l'argent. Nous mettons en arrière-plan l'argent. Nous considérons que l'aide peut revêtir, comme nous l'avons dit, plusieurs formes. L'aide matérielle, l'aide institutionnelle, aider par exemple un pays à mettre des institutions en place. Récemment, j'ai été dans un pays où une assemblée venait d'être élue et les députés ne savaient pas exactement ce que c'était, quel était le rôle d'un député. Et figurez-vous, j'étais invité pour lundi, demain ou mardi, à présenter à Ouagadougou devant l'Union interparlementaire une conférence, un exposé sur l'opposition, parce que beaucoup de gens aujourd'hui en Afrique ne savent pas ce que c'est que l'opposition. Les gens ne savent pas ce que c'est que l'alternance. Il y en a un qui m'a dit aujourd'hui, le droit à l'alternance, ça veut dire au bout de 4 ans, il faut que les gens qui sont là s'en aillent et qu'ils soient remplacés automatiquement par les autres, vous comprenez? Et là, on est obligé de leur expliquer ce que ce droit est en fait la possibilité de prétendre à l'alternance, mais encore faut-il que cela corresponde à la volonté populaire. Donc ici, ce que nous mettons en avant, ce sont les autres possibilités, c'est-à-dire l'assistance du point de vue du personnel d'encadrement. Vous vous rappelez qu'à cette occasion, nous avons reçu les ONG, à qui j'ai d'ailleurs donné la parole. Les ONG sénégalaises se sont fait entendre. Et une association de médecins privés nous a dit, par exemple, nous existons depuis 5 ans, nous attendons qu'on utilise nos services. Nous sommes prêts à aller n'importe où en Afrique. Donc il y a cela, il y a des enseignants, il y a des ingénieurs, il y a le personnel médical, non pas seulement les médecins, mais les infirmières et le personnel auxiliaire. Alors, je vous disais tout à l'heure, dans le cas de l'île Maurice, si j'avais, moi, à assurer aujourd'hui une intervention de l'Afrique, je ne commencerai pas par demander à chaque pays de donner une contribution, je demanderai à un pays, par exemple, de fournir un avion. Ça existe, il y a plusieurs pays qui, dans les heures qui suivent, mettraient à ma disposition un avion. Et je recruterai du personnel dans les différents domaines. Il suffit de lancer un appel à la radio et à la télévision pour avoir du personnel de tous les pays. Alors j'aurais choisi sur l'itinéraire, pour que ça soit symbolique, de Dakar, n'est-ce pas, à l'île Maurice, de m'arrêter à une ou deux capitales, de prendre des gens et de les amener. Et alors les Mauriciens seraient... bien qu'ils soient des insulaires, ils ne sont pas tout à fait isolés, ils font partie intégrante de l'Afrique, que l'Afrique est sensible à ce geste. Donc nous mettons en avant d'autres possibilités qui sont des possibilités réelles. Je cite par exemple le cas, aujourd'hui il y a Médecins sans frontières qui intervient au Sénégal. C'est très bien, ils vont travailler avec les médecins des départements dans lesquels ils se trouvent. Mais on aurait pu mettre à leur disposition des volontaires médecins pour, après leur départ, non seulement travailler à leur côté, s'habituer à leur méthode,
qui sont, semble-t-il, sont des méthodes nouvelles extrêmement efficaces, donc qui apprendraient au moins là quelque chose, et puis après leur départ, pourraient assurer un suivi, n'est-ce pas, en restant auprès des populations, mettre en quelque sorte des systèmes d'alerte précoce. Donc il y a énormément de possibilités. Ne mettons pas en avant la question de l'argent, presque dans toutes les interviews, l'autre jour c'était à la BBC, on m'a dit oui mais comment vous allez faire, vous n'avez pas d'argent. Donc la même question revient, je dis non, l'argent, nous ne l'avons pas, nous en avons quand même un peu. Hein. Si on voulait aujourd'hui collecter une aide, ne serait-ce qu'au niveau des populations, on peut en avoir un peu. Et puis je voudrais dire, surtout que nous n'avons jamais dit que nous voulons remplacer les ONG, les États et les institutions non africaines qui interviennent pour nous aider. Au contraire, nous leur demandons d'augmenter leur aide. Mais cela étant, nous pensons que simplement qu'en tant qu'Africains, nous devons être présents, que nous ne devons pas être là comme des spectateurs, soit comme je l'ai dit, comme des spectateurs de scènes virtuelles qui ne nous intéressent pas. Nous devons être à côté de nos frères. Donc notre intervention n'est pas seulement que symbolique, elle peut être tout à fait efficace, j'en suis tout à fait convaincu. Évidemment, c'est une question d'imagination. Il faudra qu'on mette à la tête de cette organisation des Africains imaginatifs pour, dans chaque cas, essayer de voir les moyens d'intervenir. Monsieur le ministre d'État, cela dit, quid de l'adhésion de tous? Je sais qu'on a vu dans le reportage que, par exemple, à la séance de clôture, on a pris 5 heures supplémentaires pour se mettre d'accord sur les statuts et le préambule, ce qui est en soi une bonne chose. On est arrivé à un consensus. Mais à l'heure où vous nous parlez, est-ce que toutes les personnes ou les organisations pressenties ont apporté un soutien inconditionnel à cette initiative? D'abord, je crois qu'il faut bien rappeler que, comme l'a dit un des délégués, nous avions fait un pari fou. Le pari fou, c'était de tenir une conférence interafricaine en une journée. Ça ne s'est jamais vu. Et dites-vous bien qu'après l'allocution du chef de l'État, on a bien pris 1 heure, d'abord pour lui présenter les délégués, pour parler un petit peu, et puis pour nous mettre en place, c'est dire que nous avons démarré vers 11h30. Mais avant la fin de la journée, nous avions terminé. Donc ça, c'était un pari. Et c'est important, à titre d'ailleurs, je crois, d'exemple, pour que les prochaines réunions ne durent pas toujours indéfiniment, quand cela n'est pas nécessaire. Parfois, c'est nécessaire. Mais en l'occurrence, je crois que nous avons tenu un pari. Les discussions étaient des discussions très serrées, c'était des discussions fraternelles, chacun voulait apporter quelque chose. Alors, je dois vous dire que on aurait pu immédiatement relever les signatures, hein, les signatures de tous ceux qui étaient là. Mais nous avons préféré élargir les assises parce que, vous vous souvenez, nous n'avons pas voulu ici au Sénégal, au départ, réunir tous les pays de l'OUA. Vraiment pour mettre des statuts en place et discuter sur les principes. Parce que nous savons très bien, même que le Sénégal tout seul ou avec 2 ou 3 pays aurait mis ça en place, l'aurait proposé aux autres, les autres l'auraient accepté. Mais quand même, néanmoins, nous avons invité une vingtaine de pays qui se sont trouvés ici. Mais nous avons dit qu'il faut l'élargir et on a décidé de faire une nouvelle convocation, une nouvelle invitation de tous les États membres. Les États membres vont se retrouver ici après le 31 juillet parce que nous avons dit que nous allons mettre à profit la tenue du sommet de l'OUA à Yaoundé pour informer les chefs d'État et de l'autre côté nous informerons le Maroc parce qu'il ne faut pas oublier que le Maroc n'est pas membre de l'OUA. Et au-delà de ça, donc nous avons dit si nous recueillons seulement le tiers des signatures, nous pourrons commencer le travail. Alors je voudrais bien rappeler que l'association a déjà été créée à Dakar. Elle est créée par ceux qui étaient présents et qui, au demeurant, constituent déjà plus du tiers des États membres du continent africain. Donc, à ce point de vue, il n'y a aucun problème. Nous sommes sûrs de recueillir les signatures des autres États qui vont considérer ce qui est ici comme en quelque sorte en mission précoce pour élaborer les statuts et les principes de fonctionnement de l'association. Je voudrais dire d'ailleurs, ceci en rapport avec votre observation de tout à l'heure, au-delà des aspects formels de création, nous avons recueilli des engagements à fond de certains États, et je crois que ceci est très important.
Le ministre de la Santé du Maroc vous a dit ici l'autre jour que non seulement le Maroc en tant qu'État était engagé, mais que Sa Majesté lui-même s'engageait personnellement dans cette opération. Vous vous rendez compte, quand on a déjà le président de la République du Sénégal, Sa Majesté le roi du Maroc et d'autres chefs d'État qui aussi se sont engagés. Et je voudrais vous donner l'exemple du Togo. À l'ouverture, le délégué du Togo n'était pas là parce que le Togo recevait Mandela et puis d'autre part, il y avait un grand dignitaire de l'Église qui était décédé. Mais j'étais un peu étonné parce qu'en fait, autant le président Yadema que le premier ministre Edem Kojo, il me rappelait toujours, alors, et l'Afrique aide l'Afrique, quand est-ce que vous allez mettre ça en place, etc. Alors j'étais étonné de ne pas voir la délégation du Togo, mais j'ai eu l'explication le lendemain. Le premier ministre m'a dit qu'il y a eu des problèmes administratifs, qu'il allait m'envoyer le ministre chargé des relations avec l'Assemblée et son conseiller personnel. Mais je lui ai dit, mais monsieur le Premier ministre, la réunion est terminée, les textes sont adoptés, nous sommes en train de nous préparer à les envoyer aux différents États de l'OUA. Il m'a dit non, la délégation togolaise sera là. Parce qu'il faut que les gens comprennent que nous sommes engagés dans cette affaire comme tous les autres. Et il a tenu à m'envoyer, n'est-ce pas, son conseiller personnel qui est donc venu à Dakar. Mais après la réunion, tout cela est extrêmement encourageant. Je suis sûr que nous pourrons arriver à des résultats. Monsieur le ministre d'État, le secrétaire d'État à la coopération de l'Angola me disait l'autre jour dans un bel optimiste que cette affaire marcherait parce que les États seraient obligés de cotiser parce qu'un État qui ne le ferait pas ne serait pas aidé en cas de catastrophe. Mais est-ce qu'on peut imaginer un seul instant que le mouvement L'Afrique aide l'Afrique refuse d'aider un État simplement, des populations en détresse, simplement parce que leur État n'aurait pas cotisé? Oui, est-ce que c'est imaginable ça? Vous savez qu'après cette déclaration, j'ai été saisi par des représentants des États qui étaient encore ici à Dakar. Cette question n'a pas été traitée. Le ministre de l'Angola a exprimé donc un point de vue tout à fait personnel. Je dois vous dire que ce point de vue n'est pas partagé du tout par les autres. Les autres qui m'ont dit de manière extrêmement claire que nous avons affaire non pas aux États, mais aux populations. Donc, quelle que soit l'attitude d'un État dans cette affaire-là, que cet État soit membre, qu'il participe financièrement ou pas, nous, s'il y a une calamité, nous interviendrons. Donc, il n'est pas question d'exclure un pays ou de le mettre en marge simplement parce que cet État n'a pas donné une participation matérielle ou financière. Et, Monsieur le ministre d'État, le comité de suivi donc, est chargé d'avancer un peu plus, comme vous disiez, après le 31 juillet, parce qu'il y a certains qui ont semblé dire qu'il leur faut plus d'informations. Vous êtes en train de le leur fournir? Oui, c'est-à-dire qu'il y a eu une discussion sur la question de savoir, l'association étant créée, s'il ne fallait pas immédiatement mettre en place un conseil d'administration. On s'est dit quand même non, même un conseil d'administration transitoire, on s'est dit puisqu'on va élargir le cercle, inviter les autres États, il vaut mieux ne rien faire qui ait l'air définitif, parce que si on met un conseil d'administration transitoire avec ceux qui étaient présents, généralement on entérine ces situations, donc on risquerait de mettre les autres devant le fait accompli. Alors on a dit non, on va mettre un comité en place, un comité de suivi. Et ce comité de suivi, il comprend donc le Sénégal comme président, en l'occurrence le président de la République, et puis 4 autres membres, qui sont le Zimbabwe, le Maroc, le Burkina et l'Angola. Mais on nous a donné une mission qui est extrêmement précise en 2 points. Le premier point, c'est que nous devons envoyer les textes, ce qui sera fait donc lundi, parce que les textes sont envoyés par le chef de l'État. Ce n'est pas moi qui envoie les textes, c'est le chef de l'État lui-même qui va envoyer les textes, n'est-ce pas, aux autres chefs d'État en leur expliquant l'économie des décisions qui ont été prises. Donc nous envoyons le texte, nous attendons de recueillir les signatures et d'autre part, on nous a dit que après le 31 juillet, si nous recueillons le tiers des signatures, nous pourrons convoquer une nouvelle assemblée sur la base d'un ordre du jour que nous aurons préparé et que nous aurons communiqué à tous les membres. Donc ça, c'est la tâche du comité de suivi. Le président m'a demandé d'assurer à sa place ce suivi et je vais m'atteler à cela. On a vu l'autre jour dans la salle beaucoup d'artistes. On sait que, par exemple, dans la recherche de fonds, ils pourraient être vraiment d'une grande utilité. Absolument. Vous savez, ça fait partie encore de nos moyens. Supposez demain que nous créions avec nos artistes, disons,
une peinture qui symbolise ce devoir, cette obligation de solidarité. Supposons que l'on crée un médaillon qu'on va épingler sur le vêtement, etc., ou n'importe quel autre objet, un gadget, mais cela peut rapporter beaucoup d'argent. Et nous comptons mettre à contribution justement les artistes, en tout cas les artistes sénégalais. Je leur lance un appel ici d'ailleurs, pendant que j'y suis, pour leur demander de contribuer personnellement à la création d'une image, d'une peinture, d'un symbole. Nous allons procéder à une sélection et justement utiliser ces moyens pour mobiliser de l'argent. Il y a énormément de possibilités pour cela. Rokhaya, peut-être une dernière question sur l'Afrique et de l'Afrique. L'Afrique et de l'Afrique, c'est dommage que les choses ne puissent se passer peut-être qu'après le mois de juillet, parce que nous venons nous observons que nous assistons au retrait de la MINUSMA du Rwanda. Et quand on a mis l'Afrique et de l'Afrique sur les fonds baptismaux, on a toujours eu le Rwanda en fond de mire parce que c'est un pays vraiment meurtri. Est-ce que l'Afrique et de l'Afrique va en quelque sorte se rattraper pour voler le plus vite au secours de ce pays, le Rwanda? Oui, ça je suis tout à fait d'accord avec vous et vraiment j'ai été navré de constater qu'il y avait les Nations Unies avaient décidé de se retirer. Malheureusement, notre association vient un peu tard. Et il me paraît difficile, en tout cas, de prendre le relais immédiatement, mais il faut espérer qu'après, nous pourrons apporter notre contribution. Mais là, nous lançons un appel aux organisations non africaines, institutions et pays pour essayer de remplir ce vide qui va être réalisé avec le départ des Nations Unies. Je pense qu'il faut faire quelque chose et ne pas laisser ces populations, n'est-ce pas, exposées. Il y a une autre rencontre très importante prévue à Libreville sur la maîtrise des transitions démocratiques. On sait qu'une première réunion s'est déjà tenue à Dakar. Vous-même, vous avez été récemment à Libreville pour préparer cette rencontre. Mais on sait également, Monsieur le ministre d'État, que des décisions ont été prises à Dakar qui n'ont jamais été appliquées. Vous allez me dire qu'entre-temps, vous avez dû quitter le gouvernement. Mais est-ce que cela explique tout? Pensez-vous vraiment pouvoir réussir là où l'UA et même l'ONU, pour prendre le cas du Burundi, ont échoué? Non, mais c'est vrai. C'est-à-dire qu'il faut attribuer à chaque organisation, il faut apprécier son action par rapport à ses objectifs. La conférence sur la démocratie et la transition en Afrique n'avait pas pour objet de remplacer les autres institutions. Il faut bien rappeler que le premier pari que nous avons fait, c'était d'instaurer un dialogue entre, pour chaque pays africain, entre l'opposition et le pouvoir. Les forcer en quelque sorte en dialogue. C'est pourquoi ici à Dakar, nous avons réuni 240 leaders de l'opposition et du pouvoir pendant 5 jours dans une même salle, représentant 200 partis politiques venant de 42 ou 44 pays. C'était un pari. C'est la première fois que dans le monde, on a vu des chefs d'opposition de tout un continent et des représentants des partis au pouvoir dans une même salle. Ça ne s'est jamais vu. Je pense même d'ailleurs que c'était difficilement imaginable. Les gens étaient tellement sceptiques qu'ils avaient prévu, n'est-ce pas, des catastrophes qui ne se sont pas réalisées. Les Africains ont été parfaitement responsables. Et ici, on a vu des dialogues, ce qu'on a appelé le miracle de Dakar. On a vu des gens qui se battaient sur le terrain au Kalachnikov qui se sont parlé ici. C'est le cas de l'Éthiopie. C'est le cas même des gens de nos frères du Rwanda ou du Burundi et d'autres pays. Je cite souvent l'exemple du Gabon, où le chef du parti du PDG, le Parti démocratique du Gabon, qui est actuellement au pouvoir, du président Bongo, et le chef de l'opposition, Mbahebe Solo, le chef des bûcherons. Mais ils ont reconnu à Dakar que, bien qu'habitant Libreville, qui est quand même une petite ville, ils ne se sont pas serrés la main depuis 5 ans. Il a fallu qu'ils viennent à Dakar pour se serrer la main. Donc Dakar a quand même créé quelque chose. Il y a eu un choc, il y a eu un déclic et psychologique, et c'est très important. Alors cela a permis, je pense, par exemple, dans le cas du Gabon, d'amorcer le dialogue qui a conduit les différentes organisations à aller à Paris discuter, etc. Bon, bien entendu, ça ne suffit pas. Nous avions créé sur les papiers tout au moins un observatoire panafricain de la démocratie et une commission de médiation.
Et je rappelle toujours que cette commission de médiation ne venait pas comme une commission supplémentaire et que nous avons été encouragés par le secrétaire général de l'OUA qui nous a dit dans la salle, alors que certains disaient oui, mais n'allons pas faire la même chose que l'OUA, il nous a dit non, non, non. Le comité de médiation de l'OUA, depuis sa création, ne s'est pas réuni une seule fois. Donc nous avons créé notre comité de médiation. Il n'a pas fonctionné, mais l'OUA, quand même, après, a tenu quand même des réunions de son comité de médiation. L'observatoire, effectivement, n'a pas fonctionné pour plusieurs raisons. D'abord, le président Babangida a quitté le gouvernement du Nigeria. Moi-même, j'ai quitté le gouvernement ici. Est-ce que ça, c'est pas un problème? C'est important. Des hommes, Continuité. Non, vous savez, je crois que quand même, les initiateurs ou les gens qui s'engagent dans un projet, c'est très important. Vous savez, le point de vue marxiste ou marxisant qui considère que les institutions peuvent comme ça évoluer sans les hommes, non. Ce sont les hommes qui créent les choses et leur sensibilité et leur engagement personnel, ça compte beaucoup. Mettez un État à la tête d'un État 10 personnes, vous n'aurez jamais les mêmes résultats. Donner un malade à 10 médecins, vous n'aurez pas les mêmes résultats. Pourtant, ils ont appris la même chose. La personnalité des hommes et leur engagement. Peut-être que les autres avaient des préoccupations plus importantes que cela, alors que moi, par exemple, pour moi, c'était une occupation principale. Donc, tout cela a pu jouer. Autrement, quelqu'un d'autre aurait pu prendre le relais. Il est évident aussi que moi, j'étais élu président de la conférence qui a été érigée en institution permanente. Donc, il était difficile pour quelqu'un d'autre de prendre ma place. Mais en tout cas, peu importe. L'essentiel, c'est que nous avons repris le projet qui est lancé maintenant et nous allons nous retrouver à Libreville. Mais je voudrais simplement vous dire que quelque chose qui me paraît très important, c'est qu'en 1992, quelle était la situation? Il y avait un parti qui était au pouvoir, c'était le procédé du parti unique, et il y avait l'opposition, un ou plusieurs partis. Les deux se regardant comme des chiens de faïence, se battant parfois sur le terrain, n'est-ce pas, avec tous les moyens. Ceux qui sont au pouvoir veulent garder le pouvoir, ceux qui sont dans l'opposition veulent leur prendre le pouvoir. Et c'était la situation. Et nous, peut-être un peu trop intellectuels, nous nous sommes dit, il suffit d'organiser des élections libres et démocratiques avec le concours de l'extérieur, des observateurs étrangers, pour arriver assez rapidement à une situation où il y aurait démocratiquement une majorité qui gouverne et une opposition qui s'oppose dans les règles du fonctionnement de la République et que la paix serait ainsi réalisée dans chaque pays. Mais nous nous sommes trompés. Que la première condition n'a pas été réalisée, c'est-à-dire des élections libres et démocratiques. Et c'est la situation à laquelle nous assistons, parce que c'est la situation en Afrique, que la plupart des élections ont été contestées par l'opposition, parfois contestées même par la communauté internationale. Donc la durée de la transition est plus longue que nous ne l'avions prévu. Mais nous disons pendant ce temps-là que pouvoir et opposition se battent, le peuple, lui, avec ses problèmes. Mais qu'est-ce qu'il dit dans tout ça? On va le regarder comme ça indéfiniment parce que les uns tiennent le pouvoir et les autres veulent arriver au pouvoir. Le gouvernement, lui, sa mission va essayer de résoudre les problèmes, mais il ne peut pas le faire parce que ses ressources sont limitées. Mais en dehors de ça, il ne peut pas le faire parce que l'opposition ne lui accorde aucun répit. Et c'est la loi, c'est une règle de la démocratie. Alors, le résultat final, il y a une victime dans cette affaire-là, c'est le peuple. C'est le peuple et nous considérons que pouvoir comme opposition, nous avons des devoirs vis-à-vis du peuple. Alors c'est pourquoi nous disons que à la conférence de Libreville, nous inscrivons une dimension supplémentaire de notre tâche qui consiste à dire pouvoir et opposition, c'est bien, battez-vous, c'est la démocratie, mais quand même trouver un espace de coopération quelconque pour faire face, n'est-ce pas, aux problèmes du peuple et lui trouver des solutions. Est-ce qu'en dehors de la participation au gouvernement, est-ce qu'il y a vraiment... Je voudrais dire que quand je dis cela, on peut penser que c'est une plaidoirie pro domo pour ce qui s'est passé au Sénégal, mais pas du tout. Je crois que la vérité, c'est que pouvoir et opposition peuvent chacun, n'est-ce pas, conserver ses ambitions, mais quand même trouver un terrain de discussion pour faire face à tous ces problèmes. Monsieur le ministre d'État, pour parler de continuité, on a vu ce qui est advenu un peu de cette conférence sur la transition démocratique. C'était à la veille d'élections. Et ce qui s'est passé, c'est que le PDS a quitté le gouvernement à la veille de ces élections. Et du coup, comme vous le disiez, vous n'étiez pas là, le président Babangida. Et l'efficacité s'en est ressentie. On va vers des élections au Sénégal. Est-ce qu'on peut s'attendre à un scénario de ce genre?
Absolument pas, parce que ces élections qui vont venir vont se dérouler dans d'autres conditions. Et en tout état de cause, ces élections ne peuvent pas du tout constituer un cas de rupture. C'est tout à fait inimaginable. Donc, le PDS... Ces élections qui vont venir se passent, comme je vous l'ai dit, à de nouvelles conditions. Nous sommes au gouvernement. Et depuis, quand même, il y a eu des progrès dans les discussions entre les autres partis et le Parti socialiste. Moi, je pense que les élections vont se dérouler normalement. Avec le PDS toujours au gouvernement. Avec le PDS au gouvernement, c'est tout à fait normal. Comme je le dis souvent, le PDS n'a aucun accord avec le Parti socialiste, pas plus avec le Parti socialiste qu'avec les autres partis qui sont dans le gouvernement. Il ne faut pas oublier qu'il y a plusieurs partis qui sont dans le gouvernement. Donc là, c'est la liberté totale. Nous allons nous battre selon les règles du jeu pour gagner les prochaines élections. Mais il n'empêche que pendant ce temps-là, nous serons au gouvernement. Cette fois-ci, il n'est pas question pour nous de partir. Non seulement on ne nous l'a pas demandé et on ne nous le demandera pas, mais nous-mêmes, nous ne l'envisageons pas. Ça, c'est tout à fait exclu. Monsieur le ministre, l'autre grande conférence, c'est celle des intellectuels sur la place de l'Afrique dans le XXIe siècle. Alors, je sais que Henri Lopez de l'UNESCO était là, vous l'avez même reçu, vous en avez parlé. Mais là aussi, bon, on se dit, de nombreuses conférences se passent, etc. Mais on se dit, ce que l'Afrique doit faire dans le XXe siècle, on le sait. Il faut mieux exporter, il faut développer la croissance et tout. Est-ce qu'on a besoin encore d'une conférence? Est-ce qu'on ne sait pas ce qu'on doit faire? Oui. Peut-être que ce sont les actes qui restent. Non, en réalité, on ne sait pas ce qu'on doit faire. Ah, est-ce que ce n'est pas trop tard à 4 ans de l'an 2000? Justement. Nous aurions dû nous pencher sur cette question depuis très longtemps. Mais je voudrais simplement vous dire que la réflexion des intellectuels africains et des hommes de culture est une chose qui devrait être faite depuis longtemps. Parce que la situation actuelle, quelle est-elle? C'est que non seulement nous avons en Afrique toutes les difficultés possibles et imaginables sur lesquelles je ne vais pas m'étendre, mais nous sommes même agressés. Nous sommes agressés par des théories sur notre incapacité. Aujourd'hui, il y a des théoriciens qui enseignent dans les universités qu'en réalité, l'Afrique a prouvé après l'indépendance que les Africains sont incapables. C'est ça qu'on enseigne. Je peux vous citer des noms, Bernard Lugan et tant d'autres. En France ou en Allemagne. Hein, il y a une responsable, la responsable de l'Institut de population d'Allemagne qui disait récemment au Caire, dans une réunion internationale, tout le monde sait que les nègres sont inférieurs aux blancs. Mais toute la question est de savoir si on a le droit de le dire. Donc pour elle, c'était un postulat. Et pourtant, c'est une scientifique. Alors, aux États-Unis, se développent des thèses sur l'infériorité du nègre du point de vue du quotient intellectuel, etc. Nous ne pouvons pas rester indifférents à cela. Il ne s'agit pas de répondre ou de polémiquer. Parce que si on vous insulte, vous disant sale nègre ou autre, vous pouvez... Si on dit que vous êtes un pays qui n'est pas sûr. Vous pouvez, oui, nous allons y revenir. Vous pouvez mépriser cela. Mais quand des intellectuels comme vous, n'est-ce pas, qui sont des professeurs, sortent un livre écrit en termes scientifiques, eh bien, vous devez répondre de la même façon, de manière scientifique, et non pas par le mépris ou par un article de journal. Peut-être vous diront que... Non, mais je dis en passant, ça, ce n'est qu'un élément. C'est seulement pour vous dire que, dans cette conférence, pour dire que les intellectuels africains étant de même niveau, je ne dis pas qu'ils sont supérieurs, mais sur le plan intellectuel, nous avons des sommités. Mais nous allons faire le bilan de notre histoire. Depuis l'Antiquité, pour voir qu'est-ce que nous avons apporté. Il ne s'agit pas de dire comme ça que nous sommes supérieurs aux gens. Ce n'est pas du tout ça la question. Nous avons des historiens de l'Antiquité, des historiens de la période pré-coloniale, des historiens des temps modernes, pour faire objectivement le bilan et voir, n'est-ce pas, depuis notre indépendance, qu'est-ce que nous avons fait? Qui est responsable de notre situation actuelle? Tant qu'on n'aura pas posé de problème, reconnaître nos responsabilités, reconnaître les responsabilités des autres, tant qu'on n'aura pas fait ça, nous ne pouvons pas aborder l'avenir. J'ajoute qu'à mon sens, l'Afrique, aussi loin que nous remontions dans l'histoire de nos rapports avec l'Occident, l'Afrique a toujours été déterminée de l'extérieur. L'esclavage, personne ne nous a demandé notre avis. Ça a duré 3 siècles. La colonisation... un peu moins d'un siècle, on ne nous a pas demandé notre avis. Depuis l'indépendance, bien écoutez, les conditions économiques, sociales, l'aide, la coopération sont telles que notre autonomie de décision est extrêmement limitée. Notre espace de décision est limité. Donc moi je considère que jusqu'aujourd'hui, l'Afrique n'a pas pu se déterminer. Alors c'est pourquoi nous disons, mais si nous constatons cela,
Essayons de voir qu'est-ce que sera le monde du 21e siècle. Mais là, nous le savons, nous allons faire des analyses avec nos experts pour voir qu'est-ce que ce sera ce monde du 19e siècle, du point de vue de l'information, du point de vue économique, du point de vue financier, du point de vue scientifique, du point de vue technologique. Et pour une fois, dire quelle doit être la place dans ce monde. Et alors, une fois que la place est définie, nous devons définir les stratégies pour y arriver. Cela n'a jamais été fait. Jusqu'à présent, nous sommes emportés. Attendez, jusqu'à présent, qu'est-ce qui se passe? Nous sommes emportés par les vagues. On se laisse aller par les vagues, on résiste à gauche, à droite, etc. Mais on n'a jamais pu anticiper. Alors, cette anticipation ne peut être faite que par des intellectuels. Parce qu'ils connaissent le passé, ils connaissent le présent, ils connaissent les paramètres de l'évolution. Et s'ils ont un engagement, ils peuvent prévoir ce que nous allons devenir et définir les moyens pour y arriver. C'est pourquoi ce que je vous dis là, c'est une chose qui ne pouvait peut-être pas être faite avant, parce que les intellectuels, ce stock de connaissances, de compétences et d'expertise, nous avons commencé à le réaliser seulement depuis l'indépendance, pas avant. Mais monsieur le ministre, si vous permettez, est-ce que comme disent les philosophes, à 4 ans de l'an 2000, est-ce qu'on peut continuer à fonctionner dans cette dimension du moi aussi? Attendre toujours que les autres nous attaquent pour répondre. Est-ce qu'il ne faut pas développer un discours autocentré, définir nous-mêmes des objectifs par rapport à nos priorités et puis les atteindre? Est-ce qu'on peut continuer à fonctionner dans cette dimension du moi aussi? Vous savez, nous ne sommes pas, la conférence n'a pas pour objectif de répondre aux autres, pas ça du tout. Parce que figurez-vous déjà que ce fameux ouvrage de Murray et Herrnstein sur le coefficient intellectuel aux États-Unis, j'ai déjà reçu de certains intellectuels, dont un professeur de la CA, une critique mathématique, n'est-ce pas, des fondements de cet ouvrage. Donc s'il s'agissait de répondre, on aurait publié ça et tant d'autres réponses, mais ce n'est pas ça du tout. Je vous ai simplement dit en passant qu'à l'heure actuelle, nous avons non seulement à construire l'Afrique, à assurer la place de l'Afrique dans ce monde du XXIe siècle, mais l'époque que nous vivons est caractérisée, entre autres, par le fait que nous subissons des agressions scientifiques. C'est très important lorsque les de Gobineau, Rosenberg, etc., à la veille de la guerre 14, développaient des thèses racistes de l'infériorité du noir. Nous n'avions pas de cadre d'intellectuels pour répondre. Et ça a joué parce que ce sont les inspirateurs de l'hitlérisme et du nazisme. Donc il ne faut pas négliger cela. Alors nous lisons maintenant, lorsque certains développent des théories, nous ne pouvons pas ignorer ces théories. Nous, il faut qu'on réponde. Lorsque la théorie de Murray et Herrnstein, qu'est-ce qu'elle est? On dit, mais les nègres sont, sur le plan économique et social, ils constituent la couche la plus basse des États-Unis. Alors, les démocrates disent il faut les aider. Il faut les aider à progresser, l'éducation, etc. Mais ces théoriciens disent ce n'est pas la peine. Du fait qu'ils sont intellectuellement inférieurs, vous avez beau les aider, ils retourneront là où ils sont. Donc ce n'est pas la peine. Alors il ne faut pas laisser de telles théories, n'est-ce pas, se développer. Et ça, je pense que donc... Mais ça ne veut pas dire que la conférence va être axée sur cette question-là. Mais c'est une des questions. Figurez-vous que dans cette conférence, il y a 3 grandes commissions. Chaque commission est divisée en 3 sous-commissions. Chaque sous-commission est saisie de 3 thèmes. Il y a 27 thèmes majeurs qui vont être traités. Et l'un des thèmes seulement sera en partie une réponse, n'est-ce pas, à ces théories racistes. Donc la conférence a un objet qui dépasse totalement, n'est-ce pas, la simple polémique. Nous voulons définir notre place au XXIe siècle et émettre les stratégies qu'il faut y arriver, impliquer les États, parce que la conférence va comprendre des intellectuels désignés par les États du continent, mais en plus des intellectuels que nous allons inviter uniquement sur la base de leurs compétences. Ça, c'est pour éviter la politisation. Monsieur le ministre d'État, très vite, ne nous reste pas beaucoup de temps. Monsieur le ministre d'État, bon, vous avez beaucoup cité les Allemands dans ces thèses, dans les Allemands, oui, dans ces prises de position. Et je vous disais tout à l'heure, l'histoire du pays passe en d'autres mots. Cette sortie de l'Allemagne contre le Sénégal la semaine dernière, qui disait qu'on n'était pas un pays. Mais avant que le ministre ne réponde, je crois qu'il y a quand même une précision. Le Sénégal, avec le Ghana, constituait les 2 derniers pays sûrs en Afrique. Donc, puisque le Sénégal est rayé, c'est le Ghana reste comme pays sûr. Peut-être ça a tenu. Alors là, si vous me permettez, je n'aborderai pas cette question aujourd'hui. Pour la raison bien simple, c'est que le chef de l'État m'a demandé justement de m'occuper de ça.
Donc je ne veux pas anticiper, mais vous pouvez être sûr que dans quelques jours, le gouvernement donnera sa réponse à cette assertion. Monsieur le ministre, une autre question. Une conférence des intellectuels africains, le mouvement l'Africain de l'Afrique, une autre conférence à Libreville. Est-ce qu'au moment du bilan, les Sénégalais ne vous reprocheront pas de ne vous être pas suffisamment occupés de leurs problèmes quotidiens? Non, justement pas. Parce que j'ai quand même des initiatives qui sont très nationales et très sénégalaises. Vous savez que... Est-ce que vous avez le temps de les faire aboutir? Mais bien sûr, bien sûr, j'ai lancé un certain nombre de projets et ces projets avancent normalement. Il y a des projets, tous mes projets, je les ai lancés, je crois, au mois de septembre, au mois de novembre, mais ils avancent à un rythme assez extraordinaire. Bon, par exemple, je prends le cas de l'aéroport. Objectivement, ce nouvel aéroport, on en parle depuis 20 ans, 25 ans. On n'a jamais eu le premier dollar. Moi, je m'en suis occupé. Au bout de 2 mois, j'ai signé avec une société internationale qui s'engage à financer l'ensemble du projet, n'est-ce pas, y compris même les études. Et leurs experts sont déjà venus au Sénégal, ils ont parcouru les sites, ils ont choisi le site. Maintenant, ils sont en train de faire les calculs de rentabilité pour savoir quelle doit être la dimension de cet aéroport, de cette autoroute. Donc là, vraiment, je crois que nous avons fait particulièrement vite. Le projet IBN, c'est-à-dire le projet d'agro-industrie, hein, vous savez, ils sont venus ici il n'y a pas très longtemps. Aujourd'hui, je peux vous dire qu'ils ont aussi envoyé leurs experts qui ont fait leurs études. Ils sont partis et dans 8 à 15 jours, ils vont nous donner l'étude définitive pour la mise en place de ce projet. Et je pourrais aller... Je pourrais évidemment, ça. Mais en dehors de ça, il ne faut pas oublier, en dehors de ça, je fais le travail que me confie le chef de l'État en ma qualité, n'est-ce pas, de son conseiller, c'est-à-dire du ministre qui doit l'aider à élaborer la politique nationale. Je fais mon travail aussi en coordination avec d'autres ministres sur beaucoup d'autres sujets. Donc ça ne me gêne pas du tout. Vous savez, c'est une question d'organisation. Je dis souvent à mes collaborateurs que quand l'architecte descend pour faire des murs, il n'y aura jamais de bâtiment. Mais s'il est là pour diriger, eh bien, le bâtiment il monte. Moi, je travaille un peu comme ça. J'ai des collaborateurs qui sont intelligents, qui sont efficaces, qui sont compétents. Il suffit que j'ouvre les portes, que je leur donne les instructions et je surveille et tout avance en même temps. Je me préoccupe. C'est une belle formule électorale, disons, parce qu'on ne peut pas ne pas parler de ces prochaines élections locales, monsieur le ministre d'État. On est à 8 mois des élections. Bon, c'est tentant hein, de mettre tous ces projets au profit du PDS et d'en faire. Vous ne le ferez pas? Absolument pas. D'abord, ce ne sont pas des projets du PDS. Ce sont des projets du gouvernement. Apparemment, ils sont adoptés par le gouvernement. Ensuite, dans mon cabinet, il y a des PS dans mon cabinet qui travaillent sur le projet, il ne faut pas l'oublier. Mes plus proches collaborateurs. Donc, ce n'est pas du tout le PS. C'est un projet du gouvernement. Et au demeurant, chaque fois qu'on avance, je porte ça devant le comité de suivi où se réunissent tous les ministres, on donne les idées et je travaille en permanence avec les ministres intéressés. Pour ce qui est de l'agriculture, je travaille en permanence avec Robert Sagna, ministre d'État, ministre de l'Agriculture. Pour ce qui est de l'aéroport, je travaille en étroite collaboration avec M. Tigan Silla, qui est ministre des Transports aériens. Donc, il ne faut pas m'attribuer peut-être l'idée, si l'on veut. Oui. Mais quant à la réalisation, c'est une réalisation d'un gouvernement qui est un et solidaire. Et pour tout, vous travaillez efficacement avec M. le Premier ministre? Mais oui, mais nous travaillons, vous savez, les petits problèmes, ça existe partout, même dans les ménages. Mais l'essentiel, c'est que le travail continue et puis que, si vous voulez, qu'il y ait une cohésion. C'est ce que nous sommes en train de faire. Peut-être, monsieur le ministre d'État, une dernière question. Vous nous aviez promis plus de milliards que le Sénégal peut en absorber. Alors, est-ce que vous faites, si on faisait les comptes? Ça arrive. Vous savez, les milliards arrivent. Et les milliards arrivent. Vous savez, j'affirme, parce que j'ai développé il y a quelques jours, il y a moins de 8 jours, j'ai dit que le grand paradoxe, c'est qu'au moment où l'Europe détourne ses capitaux vers l'Asie, l'Asie se tourne vers l'Afrique, et en particulier au Sénégal. Aujourd'hui, nous allons les Thaïlandais, nous allons avoir les Indonésiens, nous allons avoir... Taïwanais. J'ai parlé de Taïwan, de l'Indonésie, de la Malaisie, tous ces pays-là, dans les jours qui viennent, vous allez voir une délégation de l'Indonésie et une délégation de l'Inde. Cela veut dire quoi? C'est que l'argent arrive. Mais nous n'avons pas au Sénégal la capacité d'absorption. Hein? Alors, le problème aujourd'hui, si ces milliards qui vont arriver, mais il faut qu'il y ait des projets.
des projets faisables, des projets rentables, et on ne les a pas. Alors c'est pourquoi nous incitons, nous en tant que gouvernement, nous incitons les hommes d'affaires à peaufiner leurs projets. Vous savez, aujourd'hui en Europe, vous touchez sur le bouton d'un ordinateur à la CE, et vous avez la possibilité, vous voulez fabriquer des chaussures ou des ceintures ou des cravates, vous trouvez toutes les entreprises qui sont intéressées à trouver des partenaires africains dans ce domaine. Et vous pouvez les contacter. Nous aussi, nous devrions avoir aussi aujourd'hui, n'est-ce pas, une telle banque de données, de façon à pouvoir, quand un Indien ou un Taïwanais ou un Indonésien veut investir au Sénégal dans un domaine particulier, qu'il puisse trouver immédiatement des partenaires. Mais l'Afrique n'est pas préparée à cela. Je puis vous assurer qu'aujourd'hui, aucun pays africain n'est en mesure d'absorber les capitaux qui vont venir. Cela étant, dans tous les départements des ministères, nous avons aussi, par des contacts bilatéraux, nous sommes en rapport avec des étrangers qui veulent venir investir. Et c'est cela le grand problème. L'essentiel, c'est d'en être conscient et de se préparer à cela. Le gouvernement fera ce qu'il doit faire dans le cadre du désengagement, n'est-ce pas, par rapport aux initiatives économiques, mais nos hommes d'affaires doivent avoir conscience de cela et se préparer, n'est-ce pas, à cette coopération, aux besoins en joint venture avec les capitalistes étrangers. Mais je confirme encore une fois que les milliards arrivent. Monsieur le ministre d'État, merci. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Mesdames et messieurs, cette édition de 13h est à présent terminée. Vous retrouverez à 20h Tidiane Barry. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir. Du continent africain a toujours été déterminé de l'extérieur. Il y eut d'abord le commerce triangulaire, avec à la clé 3 siècles d'esclavage. L'esclavage fit ensuite place à la colonisation, puis aux indépendances. L'indépendance politique s'est accommodée tant bien que mal dans ses débuts de ce qu'il est convenu d'appeler le néocolonialisme, en particulier dans ses aspects économiques et financiers, parce que il y a eu, après la proclamation de l'indépendance politique, la survivance de structures qui appartenaient au passé colonial et qui n'ont pas été liquidées facilement. Après cette période, toujours post-indépendance, il y a ce qu'on appelle la coopération bilatérale, multilatérale, mais celle-ci s'inscrit dans un contexte économique et financier qui fait que notre marge de décision, notre espace de décision était pratiquement inexistant. C'est le cas encore aujourd'hui où l'essentiel de nos conditions est déterminé en dehors de nous. Nous devons faire une appréciation de ce que nous avons fait de nos indépendances. Ça fait 35 ans que nous gérons l'Afrique, que nous gérons nos pays. Globalement, les gens considèrent que nous avons échoué. Il faudra savoir si nous avons réussi ou si nous avons échoué. Si nous avons échoué, il faut situer les responsabilités, savoir pourquoi. On ne va pas aller aveuglément vers le 21e siècle comme ça, sans faire d'analyse. Il faut que, entre nous, Africains, qu'on se regarde dans les yeux, qu'on fasse des analyses pour savoir pourquoi l'Afrique en est là où nous en sommes. En fait, il s'agit, selon Maître Abdoulaye Wade, de faire le bilan de l'histoire de notre continent. C'est là l'un des 3 objectifs de la conférence du mois de mai. Les 2 autres pôles de réflexion sont l'anticipation et les stratégies. Anticiper sur le 21e siècle pour donner à l'Afrique sa véritable place dans le monde, le tout sous-tendu par une approche scientifique. Une fois définie cette place de l'Afrique dans le monde du 21e siècle, il faudra enfin élaborer des stratégies qui doivent y conduire. Pour le ministre d'État auprès du président de la République, ce travail ne peut être fait que par les intellectuels et hommes de culture de l'Afrique et de la diaspora. Ils seront donc 300 à prendre part à la conférence de Dakar, désignés par leur État ou invités à titre personnel. 3 grandes commissions seront mises en place, subdivisées en 9 sous-commissions. En plus des travaux en commission, d'autres événements auront lieu au cours de la conférence. Une exposition de livres, un forum des jeunes et des étudiants et surtout la pose de la première pierre de l'Université du futur africain à Sébikotane.
Son but est de former d'ores et déjà les jeunes Africains pour leur permettre de vivre au prochain siècle avec leurs contemporains des pays développés, en étant dotés de la même formation et en ayant à leur disposition les mêmes instruments que leurs contemporains des pays développés, comme je l'ai dit. De façon qu'ils ne se sentent pas dépaysés au siècle prochain, de façon qu'ils ne se sentent pas isolés. De sorte que nous voulons regrouper là des élèves, des étudiants provenant de tous les pays d'Afrique. C'est le forum des étudiants et des jeunes. Parler du futur, construire une université pour le futur. Parler du futur, je veux dire des intellectuels, des adultes, ils sont tous des adultes, hein, qui vont parler du 21e siècle, etc. Ils sont sûrs qu'ils ne seront pas là. Bon, pour la plupart. Ça veut dire quoi? Ça veut dire parler de l'avenir des jeunes. Alors nous avons estimé que ces gens-là devaient discuter avec les jeunes. C'est pourquoi nous organisons ce que nous appelons le forum des étudiants et des jeunes. Si on lui pose la question de l'argent pour financer tous ces projets, Maître Abdoulaye Wade part d'un sourire pour dire que les financements seront trouvés. Tout est question d'initiative, de créativité et d'imagination. Abordant le thème de la dette, il se dit partisan de sa suppression avant la fin de ce siècle.